pas les impliquer, mais enfin bon, ce sont des personnes qui travaillent avec Mélenchon maintenant, et qui ont souhaité me rencontrer de manière privée et discrète. Bon. Ça s'est fait dans l'hôtel où je dormais à l'époque quand je publiais chez Grasset, l'hôtel des Saints-Pères. On s'est retrouvés dans la cour et ils m'ont posé des questions, une espèce d'oral d'agrègue. J'aimais pas beaucoup ça. Mais est-ce que le nucléaire, je suis pour, je suis contre, la police, l'armée, les services secrets, etc. Et je suis un homme de gauche qui défend le nucléaire, je suis un homme de gauche qui défend les services secrets, je suis un homme de gauche qui défend la police, je suis un homme de gauche qui défend l'armée. Alors c'est problématique pour tous ces gens-là. Et donc... à l'issue de ce questionnaire, je dis, mais bon, alors pourquoi? Et ils me disent, alors voilà, on voudrait que tu sois le candidat de la gauche antilibérale au présidentiel. Je dis, c'est très drôle. Et il me dit, non, c'est sérieux. Et je dis, mais enfin, sérieux, comment ça? Il me dit, mais non, ton nom circule dans des milieux, il y a des gens qui disent que, etc. Je dis, non, il faut être sérieux. Il faut des compétences que je n'ai pas. On me dit, c'est une compétence que tu peux avoir en 3 mois. Je dis, bah, c'est bien la preuve que ce ne sont pas des compétences. Et notamment, sur le terrain de l'économie, sur le terrain de la fiscalité, je dis, mais j'y comprends rien déjà. Donc, j'ai du mal à gérer mon propre porte-monnaie. Donc, non, mais ça s'arrange, etc. Je dis, non, là, vous êtes déjà en train de me dire qu'il faut que je fasse semblant et que sur mon nom, je puisse cristalliser une espèce d'espérance et que derrière, il y aurait des gens qui, etc. C'est pas comme ça que je conçois les choses. Ils m'ont dit, réfléchis, prends 8 jours et au bout de 8 jours, tu nous diras que tu n'es pas d'accord. Je suis rentré à Argentan et dans le train, je me suis dit, mais je vous disais tout à l'heure que j'étais un homme de devoir, je me suis dit, mais après tout, c'est pas un droit les présidentielles. Aujourd'hui, on a du mal à croire que c'est pas ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, tout le monde dit j'ai droit. Moi, je me présente, j'y vais, toc, et moi aussi, puis moi aussi, puis moi aussi, bon. Et ils sont 30 en disant j'ai bien le droit d'y aller et la présidentielle est un droit. Moi, je dis la présidentielle, c'est un devoir. Alors, il y a ceux qui savent qu'il faut, pour les médias, dire que c'est un devoir, mais dont on conçoit bien que pour eux, il ne s'agit que d'un droit. Je ne donnerai pas de nom. Je ne voudrais pas me fâcher avec les lecteurs du Figaro. Et donc, j'ai réfléchi en me disant, il y a un moment donné où on est plus que soi. Et il y a un moment donné où, justement, c'est pas le droit qui doit répondre, c'est le devoir. Ai-je le devoir d'y aller? Et là, on est concret. On se dit, bon, si j'y vais, qu'est-ce que ça va donner? Un mauvais résultat, c'est une catastrophe. Un bon résultat, c'est une plus grande catastrophe encore. Parce qu'on ne peut pas dire, ouais, on a fait 13%, et ben maintenant, moi, Cincinnatus, je repars et je retourne à ma charrue. On a la confiance des gens. On ne peut pas dire aux gens, bah ouais, pour des raisons de narcissisme, je suis bien content, mon nom a cristallisé votre désir, mais votre désir, maintenant, moi, je m'en vais, et puis, ces machins et bidules qui sont au 2e tour, il faut négocier nos voix, ou je sais pas quoi. Donc, il n'est pas question d'imaginer que je pourrais être élu, ça n'a même encore aucun sens, mais donc d'imaginer qu'effectivement, on peut peser un poids qui devient négociable dans un 2e tour. Et la configuration, c'est ça. Et moi, je ne veux pas vendre des idées, vendre des voix, ou dire, bon, maintenant, je vous ai fait rêver, mais je vous donne une consigne et votez comme on fait en disant, je vous dis pas de voter pour celui-ci, mais il faut voter contre celui-là, enfin, une espèce de mensonge généralisé. Et puis, donc, je n'y suis pas allé. Et la chose revient. Et les gens m'arrêtent souvent dans la rue. C'est-à-dire la haine, sauf 2 ou 3 journaux comme vous, comme Le Point, ou comme des gens qui peuvent ne pas être d'accord, mais qui restent courtois dans le désaccord. La haine des médias est inversement proportionnelle à l'affection qui m'est signifiée dans la rue. Et les gens m'arrêtent, me disent des choses. Et de temps en temps, continuez, allez-y, on a besoin des choses très gentilles. Et régulièrement, mais pourquoi n'y allez-vous pas, vous? Et j'ai dit, mais enfin, il faut être sérieux. Même si je suis assez gaullien et que je pense effectivement que le président préside et que le gouvernement gouverne. Et qu'on doit pouvoir dire, un président représente, incarne, donne des indications, dit on fait ceci, on ne fait pas cela, vous me faites ceci, vous me faites cela. En matière d'éducation, débrouillez-vous, je veux que l'essentiel soit l'instruction publique, l'apprentissage de la lecture, etc., etc. Et que, voilà, on sait bien que le quinquennat a transformé le président de la République aujourd'hui en Premier ministre, et que le Premier ministre est le premier des ministres, mais qu'il n'est jamais qu'un ministre comme les autres, et que ça n'a pas de sens le quinquennat. Il faudrait un septennat non renouvelable pour éviter que
que le personnage ne soit pas tenté, dès qu'il arrive au pouvoir, de se dire « je mets en place une cellule pour assurer ma réélection », parce que ça devrait être interdit. Et on devrait effectivement dire la fonction présidentielle est une fonction de... je ne veux pas dire le mot guide, parce qu'en allemand, guide, ça se dit Führer, en italien, ça se dit Duce, donc c'est pas forcément le bon mot, conducator en roumain, donc, mais une fonction intellectuelle, je dirais, une fonction historique, qui consiste à dire la France doit garder un rang dans l'histoire, doit avoir un sens dans l'histoire, le retrouver, ne pas le perdre, un lustre dans l'histoire, et le président de la République doit faire ça. Donc il faut mesurer sa parole, mesurer sa visibilité, et il faut avoir des vrais projets en disant c'est bien pour la France, c'est bien pour l'histoire. On s'inscrit dans des longues durées, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'il faudrait entendre la fonction. Après, on est dans le concret. On se dit, bah oui, mais concrètement, quel ministre, quel Premier ministre, parce que c'est encore comme ça que ça fonctionne, quoi. Et ma gauche, elle est autogestionnaire. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas jacobin. Je pense qu'il faudrait redonner un pouvoir aux provinces, aux régions. Il pourrait y avoir des parlements dans les régions et redonner un vrai pouvoir aux gens, etc. Donc, je ne manque pas d'idées. Je ne manque pas de perspectives. Je n'en ai pas le désir. Je n'en ai pas l'envie, je n'en ai pas le goût et je n'aimerais pas. Mais par devoir, je ne peux pas faire comme si on ne me disait rien. Donc j'y réfléchis. Donc vous hésitez? Non, j'hésite pas, je réfléchis. Non, j'hésite pas. Je réfléchis à la proposition qui m'est faite. On ne peut pas se contenter de dire aux gens ce que vous m'avez dit est rien, c'est pareil. J'entends. Et on ne peut pas ne pas entendre quand il y a cette détresse, cette souffrance, et puis des gens qui disent mais on en a marre de cette idée droite-gauche, nous aussi on est de gauche, et nous aussi on pense qu'à droite il y a des bonnes idées, etc. Cette façon de dire, ce que j'ai dit bêtement, parce que c'est un propos de bistrot, mais que je préfère une idée juste de droite à une idée fausse de gauche, et éventuellement une idée juste de gauche à une idée fausse, et que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît à une idée fausse de Bernard-Henri Lévy, à quoi j'ajoutais et même éventuellement une idée juste de Bernard-Henri Lévy, s'il s'en trouve, à une idée fausse, non, c'est juste pour le bon mot, ça, mais à une idée fausse d'Alain de Benoît, si je veux dire, je sais pas aussi s'il s'en trouve, et donc, je me retrouve à transformer, par Manuel Valls, en homme qui soit devenu un homme de droite, etc. Mais je dis juste quelque chose de bon sens, je préfère la justice, puis après elle est de droite ou elle est de gauche, la vérité, puis après elle est de droite ou elle est de gauche. Et les gens sont sensible à cette idée que ça fait trop de mal, cette idéologie qui nous dit « Ah oui, c'est le Figaro qui le dit, donc c'est pas bien. Ah oui, c'est Libé qui le dit, donc c'est bien. » Ou l'inverse. Peu importe, est-ce que l'idée est juste, oui ou non. Et dans cette idée que des gens disent « On a besoin que la politique soit faite par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la politique. » Et puis il y a eu des gens qui m'ont dit des choses extrêmement intéressantes, qui me disent bah, « faut vous présenter au présidentiel ». Et je dis « Non, j'en ai pas envie ». Et quelqu'un me dit « Eh ben justement ». Et cette façon de dire, avoir au candidat présidentiel, à la présidence, quelqu'un qui n'aurait pas envie d'y être, c'était un signe pour les gens qu'on était justement plus légitime que tous ces gens qui veulent absolument s'y trouver et qui veulent absolument y être. Donc c'est le sens de mon « j'y réfléchis », mais ça ne veut pas dire que j'hésite. Alors, vous dites que la décadence est inéluctable et vous la datez, si j'ai bien compris, du début de l'éloge de la raison. Est-ce que, hors transcendance, il peut rester un espoir ou une espérance? Et est-ce que la théologie n'est pas le début ou l'accompagnement inévitable de la décadence? Quand vous dites la théologie, là, plus loin théologie? Non, la théologie, l'absence de transcendance. D'accord. Et l'apostrophe athéologie, quoi. Oui. Alors... il y a un moment donné où effectivement je me pose la question du comment, ou à partir de quand dans la civilisation ça commence à ne plus aller. Ça commence à ne plus aller quand on interroge. Ça veut dire quand on ne se suffit plus de la foi. La foi c'est l'adhésion. On adhère, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, comment, il y a une espèce de sentiment. Et puis à un moment donné on se demande pourquoi. À quoi ressemble Dieu? Comment on peut le définir? Est-ce qu'il est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le premier moteur immobile, la cause incausée, c'est ce que dit Aristote, puis après saint Thomas d'Aquin, etc. Et on dit toujours, ouais, c'est la Révolution française, etc. Pas du tout. C'est vraiment à partir du moment où la raison met en question la foi, et je pense effectivement que c'est dès la scolastique
qui est une espèce de réaction intellectualisante à la fois qui s'effondre. Et on voit d'ailleurs comment, si vous prenez les églises, je crois moi au fameux Zeitgeist de Hegel, de l'esprit du temps, regardez l'église romane, elle est dans une beauté de pureté qui fait que vous avez intérêt à avoir la foi parce que ça s'impose tout seul. Et au fur et à mesure, vous avancez, vous regardez l'église gothique, et puis vous avez les vitraux, puis d'un seul coup, les vitraux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faire descendre la lumière. Vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin que Dieu vous fasse signe et qu'il arrive avec les vitraux et qu'on commence à avoir le sens de cette transcendance. C'est-à-dire que si on a besoin de demander à la transcendance qu'elle se manifeste, c'est que déjà elle ne se manifeste plus. Parce que quand elle est là, vous avez la pureté, on parlait des cisterciens tout à l'heure, vous avez la pureté romane, et on voit bien dans une église romane que si on a la foi, ça parle vraiment tout seul. Et que plus on est dans la sophistication, alors là je ne vous dis pas quand on arrive aux églises baroques, puis après aux églises rococo, comment on voit qu'on a vraiment besoin d'artifices pour appeler Dieu, pour le solliciter, pour lui dire « fais-nous signe ». Et on voit bien donc effectivement que le travail il s'effectue beaucoup plus en amont que ce qu'on croit. Et que la Révolution française ne fait que récupérer, bien tardivement, parce qu'il y aura eu un mouvement qui sera allé du théisme au fidéisme, au déisme, à l'agnosticisme, au panthéisme, avec Spinoza par exemple, et puis on arrive à un moment donné à l'athéisme, qui est franchement manifeste chez l'abbé Meslier au début du XVIIIe, en 1729. Ça ne veut pas dire que pour autant la transcendance disparaît, ça veut dire qu'elle se déplace. Moi j'ai le sens de la transcendance, mais je crois qu'elle est dans l'immanence. C'est pas seulement une figure de style, une figure de rhétorique, mais si on a l'impression qu'il y a une transcendance et qu'elle nous conduit au-delà d'eux, c'est-à-dire vers ce que Nietzsche appellerait un arrière-monde, alors je ne crois pas à cette transcendance-là. Je crois que la transcendance, c'est ce qui nous pousse dans l'intimité de ce qui est. Donc il y a de la transcendance dans la construction d'une mouche, dans la construction d'une fleur, d'un brin d'herbe, parce qu'il y a une espèce de mécanisme d'agencement cosmique qui est partout présent et qui effectivement peut susciter une spiritualité. Donc je pense que les religions rendent possible les civilisations. C'est une bêtise de dire que notre civilisation n'est pas judéo-chrétienne. Évidemment, elle l'est. Y compris quand elle cesse de l'être judéo-chrétienne, elle l'est à partir du judéo-christianisme. Et elle se constitue contre. Se constituer contre, c'est faire avec, c'est composer. Et il y a un moment donné où on voit bien ce que la transcendance est devenue. Et par exemple, regardez, je parlais tout à l'heure de la Sagrada Familia qui ne parvient pas à être terminée. C'est pas étonnant quand on lit, j'ai lu les actes du Concile de Vatican II, et effectivement, il n'y a plus de place pour la transcendance. C'est purement formel, mais on enlève toute la transcendance. Moi, j'étais gamin quand j'ai vu les effets de Vatican II à la messe, c'est-à-dire il y avait les garçons, les filles d'un côté, il y avait le prêtre qui tournait le dos à l'assemblée et qui officiait face au tabernacle, c'est-à-dire vers le soleil levant. Ça faisait sens, c'est-à-dire vers le lieu de la lumière. On attendait la lumière parce que le Christ était lumière. Et donc plus on était dans le fond de l'église, du côté de la porte, plus on était dans le profane. Donc le prêtre, il s'adressait à Dieu et il était l'intercesseur de ses ouailles qui étaient derrière lui, mais tout le monde dans le même sens. Et d'un seul coup, on dit non, on change tout ça, on installe l'autel au milieu du chœur, on laisse le tabernacle et on fait la messe en tournant le dos à Dieu. Matériellement, on tourne le dos à Dieu, c'est-à-dire le tabernacle est derrière. Et puis on parle aux gens, et puis les hommes sont mélangés avec les femmes. Et puis on dit, bon, maintenant, la musique, elle n'a plus besoin d'être sacrée. D'où la guitare de La vie est un long fleuve tranquille. Jésus, Jésus. Le curé qui s'habille en jean. Moi, on me dit un jour, notre Père qui est aux cieux, non, maintenant on tutoie. On tutoie Dieu. On ne parle plus en latin, etc., etc. C'est-à-dire que c'est l'Église qui d'un seul coup dit on n'a plus besoin de sacré, le sacré est dans l'immanence. On n'a plus besoin de transcendance, la transcendance est dans l'immanence. Signe effectivement que on avalise l'évidence de ce que la civilisation nous dit, nous avons perdu le sens du sacré judéo-chrétien. Donc c'est ainsi et ça ne se reconstitue pas, ça ne se replâtre pas. C'est une espèce de santé perdue. Et une santé perdue ne se recouvre pas. Je renvoie. Merci monsieur pour votre question qui a permis un cours d'architecture, de théologie et de liturgie en quelques minutes. Oui. C'est assez impressionnant. On va prendre... En me disant, il y a un moment donné où on est plus que soi. Et il y a un moment donné où, justement, c'est pas le droit qui doit répondre, c'est le devoir. Ai-je le devoir d'y aller? Et là, on est concret. On se dit, bon, si j'y vais, qu'est-ce que ça va donner?
Un mauvais résultat, c'est une catastrophe. Un bon résultat, c'est une plus grande catastrophe encore. Parce qu'on ne peut pas dire, ouais, on a fait 13%, et ben maintenant, moi, Cincinnatus, je repars et je retourne à ma charrue. On a la confiance des gens. On ne peut pas dire aux gens, bah ouais, pour des raisons de narcissisme, je suis bien content, mon nom a cristallisé votre désir, mais votre désir, maintenant, moi, je m'en vais, et puis, ces machins et bidules qui sont au deuxième tour, il faut négocier nos voix, ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'est pas question d'imaginer que je pourrais être élu, ça n'a même encore aucun sens, mais donc d'imaginer qu'effectivement, on peut peser un poids qui devient négociable dans un deuxième tour. Et la configuration, c'est ça. Moi, je ne veux pas vendre des idées, vendre des voix, ou dire, bon, maintenant, je vous ai fait rêver, mais je vous donne une consigne et votez comme on fait en disant, je vous dis pas de voter pour celui-ci, mais il faut voter contre celui-là, enfin, une espèce de mensonge généralisé. Et puis, donc, je n'y suis pas allé. Et la chose revient. Et les gens m'arrêtent souvent dans la rue. C'est-à-dire la haine, sauf 2 ou 3 journaux comme vous, comme Le Point, ou comme des gens qui peuvent ne pas être d'accord, mais qui restent courtois dans le désaccord. La haine des médias est inversement proportionnelle à l'affection qui m'est signifiée dans la rue. Et les gens m'arrêtent, me disent des choses. Et de temps en temps, continuez, allez-y, on a besoin des choses très gentilles. Et régulièrement, mais pourquoi n'y allez-vous pas, vous? Et je dis, mais enfin, il faut être sérieux. Même si je suis assez gaullien et que je pense effectivement que le président préside et que le gouvernement gouverne. Et qu'on doit pouvoir dire, un président représente, incarne, donne des indications, dit on fait ceci, on ne fait pas cela, vous me faites ceci, vous me faites cela. En matière d'éducation, débrouillez-vous, je veux que l'essentiel soit l'instruction publique, l'apprentissage de la lecture, etc., etc. Et que, voilà, on sait bien que le quinquennat a transformé le président de la République aujourd'hui en Premier ministre, et que le Premier ministre est le premier des ministres, mais qu'il n'est jamais qu'un ministre comme les autres, et que ça n'a pas de sens le quinquennat. Il faudrait, quoi, ajouter, et même éventuellement une idée juste de Bernard-Henri Lévy, s'il s'en trouve, à une idée fausse. Non, c'est juste pour le bon mot, ça, mais à une idée fausse d'Alain de Benoît, si je veux dire, je sais pas aussi s'il s'en trouve. Et donc, je me retrouve à me transformer par Manuel Valls, en homme qui soit devenu un homme de droite, etc. Mais je dis juste quelque chose de bon sens, je préfère la justice, puis après elle est de droite ou elle est de gauche, la vérité, puis après elle est de droite ou elle est de gauche. Et les gens sont sensibles à cette idée que ça fait trop de mal, cette idéologie qui nous dit « Ah oui, c'est le Figaro qui le dit, donc c'est pas bien. Ah oui, c'est Libé qui le dit, donc c'est bien. » Ou l'inverse. Peu importe, est-ce que l'idée est juste, oui ou non. Et dans cette idée que des gens disent on a besoin que la politique soit faite par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la politique. Et puis il y a eu des gens qui m'ont dit des choses extrêmement intéressantes, qui me disent bah faut vous présenter au présidentiel, et je dis non, j'en ai pas envie. Et quelqu'un me dit justement. et cette façon de dire avoir au candidat présidentiel à la présidence quelqu'un qui n'aurait pas envie d'y être, c'était un signe pour les gens qu'on était justement plus légitime que tous ces gens qui veulent absolument s'y trouver et qui veulent absolument y être. Donc c'est le sens de mon j'y réfléchis, mais ça ne veut pas dire que j'hésite. Alors, vous dites que la décadence est inéluctable et vous la datez, si j'ai bien compris, du début de l'éloge de la raison. Est-ce que, hors transcendance, il peut rester un espoir ou une espérance, et est-ce que la théologie n'est pas le début ou l'accompagnement inévitable de la décadence? Quand vous dites la théologie, là, plus loin théologie? Non, la théologie, l'absence de transcendance. D'accord. Et l'apostrophe athéologie, quoi. Oui. Alors, il y a un moment donné où effectivement je me pose la question du comment, ou à partir de quand dans la civilisation ça commence à ne plus aller. Ça commence à ne plus aller quand on interroge. Ça veut dire quand on ne se suffit plus de la foi. La foi, c'est l'adhésion. On adhère. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, comment. Il y a une espèce de sentiment. Et puis à un moment donné, on se demande pourquoi. À quoi ressemble Dieu? Comment on peut le définir? Est-ce qu'il est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le premier moteur immobile, la cause incausée, c'est ce que dit Aristote, puis après saint Thomas d'Aquin, etc. Et un septennat non renouvelable pour éviter que le personnage ne soit pas tenté, dès qu'il arrive au pouvoir, de se dire « je mets en place une cellule pour assurer ma réélection », parce que ça devrait être interdit. Et on devrait effectivement dire la fonction présidentielle est une fonction
Je ne veux pas dire le mot guide, parce qu'en allemand, guide, ça se dit Führer, en italien, ça se dit Duce, donc c'est pas forcément le bon mot, conducator en roumain, donc, mais une fonction intellectuelle, je dirais, une fonction historique, qui consiste à dire la France doit garder un rang dans l'histoire, doit avoir un sens dans l'histoire, le retrouver, ne pas le perdre, un lustre dans l'histoire, et le président de la République doit faire ça. Donc il faut mesurer sa parole, mesurer sa visibilité, et il faut avoir des vrais projets en disant c'est bien pour la France, c'est bien pour l'histoire. On s'inscrit dans des longues durées, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il faudrait entendre la fonction. Après, on est dans le concret. On se dit, bah oui, mais concrètement, quel ministre, quel Premier ministre, c'est encore comme ça que ça fonctionne, quoi. Et ma gauche, elle est autogestionnaire. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas jacobin. Je pense qu'il faudrait redonner un pouvoir aux provinces, aux régions. Il pourrait y avoir des parlements dans les régions et redonner un vrai pouvoir aux gens, etc. Donc, je ne manque pas d'idées. Je ne manque pas de perspectives. Je n'en ai pas le désir. Je n'en ai pas l'envie, je n'en ai pas le goût et je n'aimerais pas. Mais par devoir, je ne peux pas faire comme si on ne me disait rien. Donc j'y réfléchis. Donc vous hésitez? Non, j'hésite pas, je réfléchis. Non, j'hésite pas. Je réfléchis à la proposition qui m'est faite. On ne peut pas se contenter de dire aux gens ce que vous m'avez dit est rien, c'est pareil. J'entends. Et on ne peut pas ne pas entendre quand il y a cette détresse, cette souffrance, et puis des gens qui disent mais on en a marre de cette idée droite-gauche, nous aussi on est de gauche, et nous aussi on pense qu'à droite il y a des bonnes idées, etc. Cette façon de dire, ce que j'ai dit bêtement, parce que c'est un propos de bistrot, mais que je préfère une idée juste de droite à une idée fausse de gauche, et éventuellement une idée juste de gauche à une idée fausse, et que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît à une idée fausse de Bernard-Henri Lévy, à ne pas les impliquer, mais enfin bon, ce sont des personnes qui travaillent avec Mélenchon maintenant, et qui ont souhaité me rencontrer de manière privée et discrète. Bon, ça s'est fait dans l'hôtel où je dormais à l'époque quand je publiais chez Grasset, l'hôtel des Saints-Pères. On s'est retrouvés dans la cour et ils m'ont posé des questions, une espèce d'oral d'agrègue. Je n'aimais pas beaucoup ça. Mais est-ce que le nucléaire, je suis pour, je suis contre, la police, l'armée, les services secrets, etc. Et je suis un homme de gauche qui défend le nucléaire, je suis un homme de gauche qui défend les services secrets, je suis un homme de gauche qui défend la police, je suis un homme de gauche qui défend l'armée. Alors c'est problématique pour tous ces gens-là. Et donc, à l'issue de ce questionnaire, je dis mais bon alors pourquoi? Et ils me disent alors voilà, on voudrait que tu sois le candidat de la gauche antilibérale au présidentiel. Je dis c'est très drôle. Et il me dit non, c'est sérieux. Et je dis mais enfin sérieux comment ça? Il me dit mais non, ton nom circule dans des milieux, il y a des gens qui disent que, etc. Je dis non, il faut être sérieux. Il faut des compétences que je n'ai pas. On me dit c'est une compétence que tu peux avoir en 3 mois. Je dis bah c'est bien la preuve que ce ne sont pas des compétences. Et notamment sur le terrain de l'économie, sur le terrain de la fiscalité, je dis mais j'y comprends rien déjà. Donc j'ai du mal à gérer mon propre porte-monnaie. Donc non mais ça s'arrange, etc. Je dis non, là vous êtes déjà en train de me dire que il faut que je fasse semblant et que sur mon nom je puisse cristalliser une espèce d'espérance et que derrière il y aurait des gens qui, etc. C'est pas comme ça que je conçois les choses. Ils m'ont dit réfléchis, prends 8 jours et au bout de 8 jours tu nous diras que t'es pas d'accord. Je suis rentré à Argentan et dans le train, je me suis dit, mais je vous disais tout à l'heure que j'étais un homme de devoir, je me suis dit, mais après tout, c'est pas un droit les présidentielles. Aujourd'hui, on a du mal à croire que c'est pas ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, tout le monde dit j'ai droit. Moi, je me présente, j'y vais, toc, et moi aussi, puis moi aussi, puis moi aussi, bon. Et ils sont 30 en disant j'ai bien le droit d'y aller et la présidentielle est un droit. Moi, je dis la présidentielle, c'est un devoir. Alors il y a ceux qui savent qu'il faut, pour les médias, dire que c'est un devoir, mais dont on conçoit bien que pour eux, il ne s'agit que d'un droit. Je ne donnerai pas de nom. Je ne voudrais pas me fâcher avec les lecteurs du Figaro. Et donc j'ai réfléchi. On dit toujours, ouais, c'est la Révolution française, etc. Pas du tout. C'est vraiment à partir du moment où la raison met en question la foi. Et je pense effectivement que c'est dès la scolastique, qui est une espèce de réaction intellectualisante à la fois qui s'effondre. Et on voit d'ailleurs comment, si vous prenez les églises, je crois moi au fameux Zeitgeist de Hegel, de l'esprit du temps,
Regardez l'Église romane, elle est dans une beauté de pureté qui fait que vous avez intérêt à avoir la foi parce que ça s'impose tout seul. Et au fur et à mesure, vous avancez, vous regardez l'Église gothique, et puis vous avez les vitraux, puis d'un seul coup, les vitraux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faire descendre la lumière. Vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin que Dieu vous fasse signe et qu'il arrive avec les vitraux et qu'on commence à avoir le sens de cette transcendance. C'est-à-dire que si on a besoin de demander à la transcendance qu'elle se manifeste, c'est que déjà elle ne se manifeste plus. Parce que quand elle est là, vous avez la pureté, on parlait des cisterciens tout à l'heure, vous avez la pureté romane, et on voit bien dans une église romane que si on a la foi, ça parle vraiment tout seul. Et que plus on est dans la sophistication, alors là je ne vous dis pas quand on arrive aux églises baroques, puis après aux églises rococo, comment on voit qu'on a vraiment besoin d'artifices pour appeler Dieu, pour le solliciter, pour lui dire « fais-nous signe ». Et on voit bien donc effectivement que le travail s'effectue beaucoup plus en amont que ce qu'on croit. Et que la Révolution française ne fait que récupérer, bien tardivement, parce qu'il y aura eu un mouvement qui sera allé du théisme au fidéisme, au déisme, à l'agnosticisme, au panthéisme, avec Spinoza par exemple, et puis on arrive à un moment donné à l'athéisme, qui est franchement manifeste chez l'abbé Meslier au début du XVIIIe, en 1729. Ça ne veut pas dire que pour autant la transcendance disparaît, ça veut dire qu'elle se déplace. Moi j'ai le sens de la transcendance, mais je crois qu'elle est dans l'immanence. C'est pas seulement une figure de style, une figure de rhétorique, mais si on a l'impression qu'il y a une transcendance et qu'elle nous conduit au-delà d'eux, c'est-à-dire vers ce que Nietzsche appellerait un arrière-monde, alors je ne crois pas à cette transcendance-là. Je crois que la transcendance, c'est ce qui nous pousse dans l'intimité de ce qui est. Donc il y a de la transcendance dans la construction d'une mouche, dans la construction d'une fleur, d'un brin d'herbe, parce qu'il y a une espèce de mécanisme d'agencement cosmique qui est partout présent et qui